Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue au journal. Les titres, les principaux de ce 20h en sport football. Plus de doute, Samuel Eto'o-Fils va désormais évoluer sous les couleurs de la première ligue anglaise. Le transfert du goléador camerounais Danzi Makashkala pour Chelsea est donc confirmé. Des détails dans ce journal. Attention, l'excès de vitesse tue. 4 morts et des blessés graves, c'est le bilan de l'accident de la circulation survenu à Banka, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Les autorités camerounaises tirent la sonnette d'alarme à quelques jours seulement de la rentrée scolaire 2013-2014. Croisade contre les églises dites réveillées dans le département du Vouré. Jusqu'où peut-on aller? C'est le débat de ce 20h. Madame, Monsieur, merci de rester là où vous êtes. Les détails dans un très court instant. Bonsoir une fois de plus et merci de nous retrouver sur le 20h. C'est quasiment une ironie du sort. Voici des enfants de la rue remis en famille alors que les familles en question ne sont pas disposées à les accueillir. Le constat est fait à la faveur de la cérémonie présidée ce mercredi par le ministre camerounais des Affaires sociales dans la ville de Douala. Cérémonie au cours de laquelle des plaintes ont été entendues chez des parents. Des détails avec Alex Ndjomga et Flok Tamko Bensi. Alex fait partie des 97 enfants. Il a été remis à sa grand-mère. Devenu incontrôlable, le jeune élève de 12 ans avait pris goût depuis quelque temps à la vie dans la rue. Nous sommes restés à la maison et j'ai pris son argent. Elle voulait me taper. Je suis quitté à la maison. Je suis allé rester à Tonnerre. Et une voiture, un car qui n'était pas plein passait. Je suis rentré dedans, je me suis couché. Ça a voyagé avec moi et je suis arrivé à Bafoussam. Quand j'arrivais à Bafoussam, je me suis réveillé. Je ne connaissais pas. C'est après que j'ai vu sur une plaque bienvenue à Bafoussam. Aujourd'hui, les affaires sociales envoient une fois encore la dame du 3e âge vivre avec son petit-fils. Seulement, elle sait qu'elle n'arrive plus à contenir Alex. La grand-mère dit avoir sollicité que son petit garçon soit admis dans un centre social et non qu'il lui soit remis. Parce que même jusqu'à présent, comme il dit qu'il est avec moi là, il ne change pas, il vole toujours. Parce que si depuis ce temps-là, comme on a refusé, on était à la maison, il y avait changement. Je vais dire que comme je l'ai amené jusque-là, il a eu peur et changé. Non, il n'a pas changé. Une demande qui semble n'avoir pas été validée par les affaires sociales du Vouré. Pourtant, à en croire le ministre des Affaires sociales, un enfant ne saurait être remis en famille si toutes les conditions ne sont pas réunies pour l'encadrer. Lorsque nous retirons un enfant, nous identifions un enfant de la rue. Nous évaluons justement sa situation psychosociale. Si son état psychosocial ne lui permet pas de rentrer immédiatement dans la famille parce que ce retour dans la famille pourrait constituer un danger, alors il est éligible dans ce centre d'accueil des enfants, ce centre d'accueil et d'observation des enfants. Des précisions dans la brigade mixte mobile de lutte contre le phénomène des enfants de la rue, officiellement installée à Douala, devra s'évertuer à mettre en application. Nous vous souhaitons la bienvenue. Voilà, faut-il le rappeler, des comportements qui interviennent dans un contexte où on annonce pour bientôt au Cameroun la tenue de la première semaine de solidarité nationale. Un événement annoncé à grande pompe hier par le ministre camerounais des Affaires sociales alors que le concept de solidarité nationale reste confus dans les esprits des populations. Roméo Mbanga et Etienne Pascal Azegue. La solidarité, un concept que le ministère des Affaires sociales se veut national au Cameroun en décembre 2013. Il s'agit de toute une semaine au cours de laquelle Camerounaises et Camerounaises seront appelés à poser des actes visant le bonheur de tous et de chacun. Nous prenions des résolutions et recommandations fortes permettant d'enrichir et de consolider le projet de mise en place d'un véritable système de solidarité nationale au Cameroun. Mais ces bonnes intentions, dévoilées ce 27 août 2013 à Douala par le patron du ministère des Affaires sociales, ne nous éloignent sans doute pas de la réalité. Les populations de la partie septentrionale attendent toujours de percevoir les retombées issues du Fonds national de solidarité créé par le président de la République Paul Biya au lendemain des inondations qui ont frappé cette partie du pays en septembre 2012.
Le but visé par la Semaine de solidarité nationale étant de mobiliser l'ensemble des acteurs sociaux dans la recherche des réponses efficaces et durables à l'endroit des personnes socialement vulnérables, comme le réitère la ministre des Affaires sociales, Catherine Bakambok. Comment est-ce qu'à l'horizon 2035, nous aurons la certitude qu'aucun Camerounais et aucune Camerounaise ne sera laissé au bord de la route, parce qu'en chacun d'entre nous vibre et vit un acteur social admirable. Mais là, on ne devait pas sortir de nos esprits que la demande de solidarité au Cameroun entre 2006 à 2012 est évaluée à un peu plus de 9 milliards de francs CFA et que seuls 10% de cette demande a été accordée. Et nous restons avec le ministère camerounais des Affaires sociales qui, aux côtés de celui des enseignements secondaires et même des finances, sont dans le top des départements ministériels les plus insalubres au Cameroun. C'est une situation que dénonce l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs. L'ACDIC a publié sa deuxième évaluation du genre hier à Yaoundé. Des détails dans ce reportage signé Yannick Mbazwa. Ministère des Affaires sociales. Seul l'état suranné du bâtiment plante le décor de l'insalubrité qui y a fait son lit. Les arbustes et autres herbes ont pris d'assaut le bâtiment. Bâtiment aussi lequel essuie la honte de la mauvaise disposition des fils de courant. Pousse-pousse, vieux tracteur, barres de fer, vieilles bâches occupent une place importante dans ce ministère. Au ministère des Finances, c'est le même constat. S'y ajoutent les algues qui donnent tout un autre décor au mur de ce bâtiment. La vieillesse de cet arbuste définit à suffisance la négligence dont fait objet cet édifice. Le ministère des enseignements secondaires n'est pas du reste. Le ruissellement des eaux issues des vieux climatiseurs a complètement noirci une fine partie du mur. Tout le bonheur de cette algue qui ne pouvait en demander plus. Tout un accès a été bloqué pour stocker des vieilles chaises et tables. Les toilettes de ce ministère ont été transformés en magasins, pour le grand malheur du personnel et des usagers qui sont contraints de parcourir des kilomètres pour se soulager. Ainsi, cette deuxième évaluation citoyenne des ministères dénonce l'état de délabrement dans lequel se trouvent la plupart des ministères au Cameroun. Il faut donc nettoyer, mais il faut nettoyer davantage dans le secteur des églises dites réveillées, églises contre lesquelles les pouvoirs publics ont engagé une croisade depuis quelques jours. Notons que dans la ville de Douala, un comité supervisé par le préfet du département du Vouri a la charge de faire désormais le tri dans le secteur. L'organe mis sur pied ce jour est composé de 17 membres. Son acte de naissance a été signé à l'issue de la rencontre entre le préfet du département du Vouri et les promoteurs des associations religieuse Claude Hekwa et Etienne Pascal Azegue. Après la zone de turbulence que viennent de traverser les églises de réveil à Douala, le préfet du Vouri a entrepris de jouer la carte de l'apaisement ce 28 août en réunissant dans ses services à Bonanjo les promoteurs des associations religieuses autorisées ou non de la capitale économique. Les échanges ont tourné autour des raisons qui ont abouti à la fermeture de certaines églises, notamment la sous-location, et dans ce registre, la Mivipac et la Cameroon Baptist Church ont été indexés. Tu m'as dit que tu payes l'argent par mois et que parfois Il a également été noté que certaines églises de réveil sont logées dans des maisons délabrées et qu'elles brillent par des nuisances nocturnes sans toutefois oublier leur impact négatif dans les familles. Prenant la parole tour à tour, certains promoteurs des associations religieuses vont reconnaître qu'il existe certes des dérives dans leur milieu, mais qu'il n'était pas question de généraliser les faits. C'était le cri de notre cœur depuis longtemps. Je crois que lorsqu'il y a eu la première vague des fermetures et des réouvertures, nous avions souhaité cela.
Les églises ainsi fermées seront rouvertes après étude cas par cas. Ils doivent donc d'abord nous envoyer de lettres de recours pour nous permettre d'étudier les cas et la réouverture sera faite donc cas par cas. Pour ramener les uns et les autres à des meilleurs sentiments, il a été mis sur pied un comité qui aura pour tâche d'extraire le bon grain des livrets. Les enquêtes seront menées par rapport à tous ces promoteurs pour pouvoir donc savoir qui fait exactement quoi et au cas où il y aura des dérives, on va donc au sein du comité faire donc les avis et la décision sera prise donc à ce niveau. Le comité que supervise le prophète du Vouri débute ses travaux lundi prochain. Voilà, nous y reviendrons dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. En politique, contentieux des municipales annoncé pour le 30 septembre de cette année, on en reparle ce soir avec ces recours qui ont visiblement embarrassé la haute juridiction et dont les décisions rendues continuent d'alimenter le débat au sein des formations politiques et même de l'opinion camerounaise. Des détails avec Marcelin Gangsop. Le contentieux des législatives avait déjà planté le décor des débats houleux devant la chambre administrative de la Cour suprême. Au rang des recours qui ont capté l'attention du public, il y a celui portant disqualification de la candidature du maire sortant de Baganté, Célestine Ketcha-Courtès. Maître Joseph Bandam du SDF s'appuyait sur le fait que cette dernière était de nationalité française comme son époux et avait même déjà participé à une élection française. Le président de la chambre administrative de la Cour suprême a affirmé que la Cour n'est pas compétente en matière de nationalité et a débouté le SDF en confirmant la décision rendue par Elekam au profit de Célestine Ketcha-Courtès. La chambre administrative de la Cour suprême était également attendue au pied du mur du recours numéro 129 portant annulation de la liste RDPC à Douala 5e. Le requérant faisait observer que cette liste était constituée de plusieurs candidats inéligibles, en commençant par le maire sortant et tête de liste, Françoise Foning. Cette dernière relevait l'auteur du recours, ne résidant pas à Douala 5e, pour prétendre au poste de conseiller municipal. Argument que le secrétaire général adjoint du RDPC a combattu en s'appuyant sur l'aura de Mme Foning. Grégoire Oona a demandé au président de la chambre administrative de ne pas disqualifier le maire sortant sur tapis vert. Résultat des courses, le recours numéro 129 n'a pas prospéré. La haute juridiction est également tombée dans le piège de l'interprétation des notions de genre et de composition sociologique. Certains recours dénonçaient l'absence des Bororo dans les listes présentées par le RDPC, le SDF et l'UNDP à Bacham, dans la région de l'Ouest. On a vu la difficulté que la Cour a eue pour donner un contenu à la notion de composante sociologique. Il y a enfin ces nombreux recours introduits par les militants du RDPC contre leurs propres camarades. Dans ce sillage, les militants de la Léquier et du Nyon et Foumou se sont particulièrement distingués en dénonçant les manœuvres du parti au flambeau pour faire accepter ces listes par Elekam. Un des nombreux linges sales que la haute juridiction n'a pas accepté de laver en déboutant tous les requérants. Voici une autre cause qui continue de faire prospérer le débat. La décision du président centrafricain d'autoriser le Cameroun à juger les présumés responsables du meurtre de l'officier de police camerounaise abattu au poste frontière à l'est du pays continue de susciter des réactions. Je vous propose la lecture juridique du professeur Nguele Abada. L'internationaliste s'exprime au micro de nos reporters. Le droit international privé ou alors pénal montre effectivement que c'est la loi du lieu, la loi du lieu où le crime a été commis qui prévaut, qui va s'appliquer. Parce qu'au fond, la victime est camerounaise et cette victime a besoin d'avoir la justice. Si les lois centrafricaines sont plus souples sur ces infractions et qu'on aille les juger en Centrafrique, vous voyez effectivement que la justice ne sera pas rendue conformément au droit. Donc c'est une position qui non seulement témoigne de la disponibilité de Juto Dia de coopérer avec le Cameroun. Le président Juto Dia, depuis qu'il est au pouvoir, n'a pas encore assis des institutions.
n'a pas le contrôle des institutions, à la fois politiques et juridictionnelles. Donc de ce point de vue, étant en transition, il espère que pour la célérité de la justice qui doit être rendue et pour le sérieux de cette justice, il faut le faire dans un État qui, lui, a en avance par rapport à cette exigence de respect des droits de la défense dans le cadre d'un procès de cette nature. Retour à Makepe Misoke après les tristes événements d'hier, interruption de l'énergie électrique dans ce quartier de la ville de Douala. Les populations en colère ont chassé les agents de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique venus ce matin rétablir le courant dans les ménages du Mans à Bonnet. Ces populations exigent que l'électricité soit rétablie dans tout le quartier et non pas seulement dans les domiciles ayant un contrat d'abonnement. Des familles entières dans la rue au quartier Mokolo, c'est dans la ville de Yaoundé. Ce sont les victimes d'une décision de justice qui reste contestée par leurs avocats, Hervé Siewé et Marcelin Gansop. Les populations en colère s'opposent au départ de l'engin destructeur. Il est un peu plus de 10 heures, ce mercredi 28 août 2013. Une date qui restera à jamais gravée dans les mémoires de la trentaine de personnes qui habitaient ici. Leurs maisons ont été détruites en présence d'un huissier qui disait exécuter une décision de justice. Sauf que ce qui s'est passé sur le terrain était en déphasage avec la réalité sur le papier. Nous apercevons que Maître Tchenkam vient ici déguerpir des gens alors qu'il dit qu'il détient entre ses mains une décision d'expulsion, uniquement d'expulsion, qui ne signifie pas déguerpissement. Il a une décision d'expulsion qui n'a été signifiée qu'à M. Efa Henry et qui n'a jamais été signifiée aux personnes même qui sont en train d'être déguerpies en ce moment, avec l'appui de la force de l'ordre parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Enfin, nous verrons la suite. Les populations déguerpies pointaient un doigt accusateur sur un opérateur économique qui, en complicité avec le propriétaire du terrain, leur mène la vie dure. Ce terrain appartient à un certain Efa Henry, qui l'a vendu il y a près de 50 ans, plus de 50 ans, à ceux qui ont construit des maisons, ces vieilles maisons que vous voyez. Il aurait revendu sans respecter le droit de préemption de ceux qui ont construit dessus à un certain, je crois, le propriétaire des établissements, Santa Lucia. Il y a un terrain où peut-être tu trouves 5 personnes qui achètent le même terrain. Aujourd'hui, c'est Santa Lucia. Demain, c'est Tchente. Après-demain, c'est Madame Banak. Et c'est comme ça qu'ils cassent les gens du jour au lendemain. Les familles déguerpies ne savent à quel sein se vouer. Elles qui sont désormais confrontées à la difficile équation de la préparation de la rentrée scolaire et à l'absence des moyens financiers pour prendre un autre logement. Image d'accident de la circulation dans ce journal. D'abord, cet accident de la circulation survenu cet après-midi non loin du pont sur l'Ovory, c'est dans la ville de Douala. Il s'agit d'un train marchandise qui a réduit en tas de ferraille plusieurs véhicules. Un incident qui a sérieusement perturbé le trafic de part et d'autre du pont sur l'Ovory. Le bilan de cet accident n'a pas encore été établi. Nous y reviendrons. Voici par contre un bilan établi dans cet accident de la circulation survenu le week-end dernier à Banka dans le département du Honkam, région de l'ouest du Cameroun. C'est 4 morts et 2 blessés graves. L'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident. Des détails avec Andine Gagnon et Sandrine Babo. C'est ici, à la place des fêtes de Banka, que le pire s'est produit. Sur la nationale numéro 5, Bafan-Bagante, les épaves de la Toyota 92 immatriculée CE 1279V et de la Mercedes 200 immatriculée CE 0030T entrée en collision samedi dernier. Le bilan est lourd. Des 5 passagers à bord de la Toyota, 4 vont périr sur le coup. Seul le chauffeur du dit véhicule senti avec des lésions. À la descente avant l'entrée de l'hôpital de la chefferie Banka, j'aperçois une voiture directement. Voilà toutes nos excuses pour la qualité approximative de cet élément. Nous y reviendrons. Maintenant, la suite de notre série consacrée à la rentrée scolaire 2013-2014. Le paquet minimum disponible pour 29 écoles primaires du secteur public dans la commune d'arrondissement de Douala 2e en recevant matériel didactique et table-banc à 5 jours de la rentrée. Des directeurs d'école ont énuméré les nombreuses difficultés auxquelles ils font face au quotidien.
Guinéens Dani Warenze II et Jean-Paul Chouniat. Dans l'arrondissement de Douala 2e, comme partout ailleurs au Cameroun, les 29 écoles de cette unité administrative connaissent les mêmes difficultés. Insuffisance du personnel enseignant qualifié, manque de matériel didactique, infrastructures vétustes pour ne citer que cela. Les 29 directeurs d'école de Douala 2e qui ne savaient pas où mettre la tête à 5 jours de la rentrée reçoivent leur paquet minimum de l'exécutif communal de leur municipalité. J'étais déjà inquiète, puisque la rentrée c'est lundi le 2, il fallait préparer la classe. Et comme on a reçu le paquet minimum maintenant, dès demain, je vais m'organiser pour que vendredi, chaque enseignant ait son paquet. Pour la plupart de ces chefs d'établissement, le paquet est vraiment minimum pour couvrir des besoins toujours croissants. On attend encore beaucoup, il est vrai, il est minimum. Avec le minimum, on fera un effort pour faire le maximum. Nous leur disons d'en faire bon usage. Il s'agit de matériel destiné à l'encadrement des jeunes et qu'ils doivent les utiliser à cet effet et non à des fins personnelles. Le maire de Douala 2e annonce une campagne d'hygiène et salubrité pour toutes ces écoles. L'adduction en eau potable, la construction des toilettes et la sécurité restent une préoccupation importante. Nous avons par exemple un problème de gardiennage avec le vandalisme qui sévit presque en endémie chez nous. Les robinets qui sont déjà usés, je ne sais pas comment les enfants vont, déjà lundi vont boire. Directeurs d'école et enseignants espèrent en bénéficier davantage de l'effectivité du transfert de compétences et ressources de l'État central aux collectivités territoriales décentralisées. Et visiblement, ce n'est pas encore la grande affluence au niveau des librairies dites du poteau, des points de vente de manuels scolaires que préfèrent la plupart des parents d'élèves pour leur prix relativement abordable. Yannick Mbazo. C'est par faute de moyens et fait de la cherté des livres scolaires dans les librairies que cette dame a opté pour le poteau. Je suis venu ici acheter parce que c'est moins cher. Les années passées, j'ai acheté dans on appelle quoi? La librairie. Mais cette année, c'est tellement difficile que je ne peux même pas aller là-bas. C'est pour ça que je viens acheter ici, là. Comme elle, d'autres parents et élèves ont décidé d'acheter leurs livres dans ces librairies dans notre genre. Notons tout aussi que le manque de moyens financiers n'est pas le seul leitmotiv. Oui, le problème c'est que même quand on achète le neuf, l'entretien de l'enfant n'est pas sûr pour qu'on revende. Donc même si quand c'est le deuxième choix, on sait qu'en fin d'année, si on perd, on ne regrette pas tellement. S'ils utilisent mal et que ça se gâte complètement, on ne perd pas tellement. Dans un cas comme dans l'autre, les parents font avec, du moment où le différentiel des prix leur permet de faire des économies. Oui, on peut faire des économies d'ordre de 500 000 francs, ce qui n'est pas quelque chose de négligeable vu le pouvoir d'achat des parents et le nombre d'enfants. Malheureusement, ce n'est pas encore l'âge d'or pour les vendeurs. Le marché est encore très difficile, surtout comme l'arrêté ministériel a dit qu'on n'inscrit pas les enfants avant le 2 septembre. C'est quand on inscrit les enfants que les parents viennent les livres sur le marché. Vous voyez là, on est en période, on est très ralenti là. Un marché qui prospère, même comme l'origine de la marchandise, reste sujet à question. Oh, la marchandise, vous voyez, vous avez assisté à un moment qui est là, ce sont les parents comme ça qui viennent nous vendre. Il y a des enfants qui ont le baccalauréat. À quelques jours de la rentrée scolaire, les propriétaires de ces librairies d'un autre genre, dans lesquelles on trouve tous les manuels scolaires, attendent impatiemment la clientèle. En santé, les populations de Yabassi dans le département d'Unkam sont désormais outillées pour se prémunir contre la fièvre jaune. Les habitants de la localité reçoivent leur vaccin anti-amiral au même moment où ils apprennent comment venir à bout du moustique Aedes, vecteur de la maladie. C'est à la faveur de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui vient d'être lancée dans leur arrondissement par le préfet d'Unkam. Dans l'Unkam, nous retrouvons Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ça m'étonne, c'est aujourd'hui que je vois qu'il y a un médicament à ça. Parce que bon, moi je ne savais pas qu'on pouvait traiter la fièvre jaune. Ils étaient bien nombreux à Yabassi à ignorer ce que c'est que la fièvre jaune. Désormais, les populations de la localité ont assez d'informations pour limiter les risques de contamination à cette maladie qui se transmet après piqûre du moustique Aedes. Des informations reçues lors du lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans leur arrondissement. C'est d'abord qu'il faut d'abord avoir un moustiquaire d'abord. De deux,
se faire vacciner. En signe d'exemple, Félix Bilonougou, le préfet du Nkam, est le premier à avoir reçu son vaccin. C'est une occasion ainsi d'exhorter toute la population de Yabassi, de Nkonjok, d'attendre les équipes de vaccination et de se faire ainsi vacciner. L'arrondissement de Yabassi est entouré de forêts où le moustique Aïdes peut facilement se développer. Pourtant, parmi les 5 cas de contamination à la fièvre jaune détectés dans la région du littoral, il n'y figure aucun à Yabassi, de l'appel du délégué régional de la santé pour le littoral à l'endroit des populations à se faire vacciner. Il y a eu des cas probables et des cas confirmés à Douala, en Dôme ou ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas eu un cas confirmé ici. Ce qui ne veut pas dire que le virus ne circule pas. Il faut protéger tous les Camerounais. 13 districts de santé sont concernés par cette campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans la région du littoral. Du sport, football, dans ce journal, c'est sous les couleurs, on l'a annoncé à l'entame de cette édition de Chelsea en première ligue anglaise qu'il faudra désormais s'habituer à voir Samuel Eto'o-Fils, le capitaine des Lions indomptables de football. Son transfert d'Anzi Makashkala pour Chelsea a été confirmé ce jour, même si le montant de ce transfert n'est pas encore connu. Des détails dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou. C'est sous les couleurs des Blues de Chelsea, en première ligue anglaise, qu'il faudra désormais s'habituer à voir jouer Samuel Eto'o-Fils, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun. L'aventure pour le quadruple ballon d'or africain s'arrête donc avec Anzi Makashkala. Avec Chelsea, l'international camerounais qui exigeait un contrat de 2 ans n'a eu droit qu'à un bail d'1 an. Jusqu'en début de soirée ce mercredi 28 août 2013, le contrat n'avait pas encore été paraphé. Mais un accord a déjà été trouvé entre l'agent du joueur et les Blues de Chelsea. Le salaire d'un peu plus de 20 millions d'euros qui faisait de l'ancien pensionnaire de l'école de football Brasserie du Cameroun et de la Kadi Sport Academy le joueur le mieux rémunéré de la planète football depuis 2011 est revu largement à la baisse. En attendant que le nouveau salaire annuel de Samuel Eto'o-Fils soit publié, une source proche du dossier avance un chiffre entre 6 et 8 millions d'euros, soit près de 12 millions d'euros en moins par rapport au salaire qu'il percevait à Anzi Makashkala. Pas grave, affirme Les Pititi du FC Barcelone, qui se dit heureux de retrouver José Mourinho, l'entraîneur avec qui il a remporté son dernier titre de Ligue des champions européennes en 2010, sous les couleurs de l'Inter de Milan. Samuel Eto'o-Fils, qui était en contrat avec Anzi Makashkala jusqu'en 2014, a été contraint de s'en aller au motif d'une crise financière subite que traverse le club russe. Samuel Eto'o-Fils devrait arborer le dossard 29 à Chelsea, après le 99 à Anzi Makashkala. De l'information publicitaire pour refermer la première partie de ce journal, retour sur la rentrée scolaire 2013-2014. La papeterie Nono au secours des parents, c'est à la faveur de sa 6e journée de l'excellence scolaire. Une occasion pour primer les meilleurs élèves qui se sont distingués au cours de l'année scolaire dernière. Reportage. Madame Naomi Lematop a de quoi afficher un large sourire. Son fils Presley Lematop, 5 ans, élève en section d'initiation à la lecture, et admis avec brio au cours préparatoire avec une moyenne de 19,71. Il est le major de l'enseignement primaire francophone. Cet élève scolarisé à l'école bilingue Optimum de Ndobo par Bonaberi repart avec des fournitures scolaires et 2 enveloppes d'espèces sonnantes et trébuchantes. C'est un très grand soulagement. Et pour cela, je dis grandement merci à Papeterie Nono et pour tout ce qu'il fait pour les parents. Donc ça va vraiment nous aider. Pour la 6e fois, la papeterie Nono a donc remis ça sur l'esplanade de son agence de la maîtrise située rue des Écoles. L'excellence scolaire est une fois de plus récompensée. Papi Nono, qui fait ses armes depuis plus d'un quart de siècle dans la papeterie, continue de croire en la jeunesse. L'envie de promouvoir l'éducation. Nous sommes dans une société où les valeurs sont en perdition. Alors il était grand temps qu'on essaye de prendre le taureau par les cornes et manifester cette volonté à travers l'excellence. On ne peut servir mieux son pays, on ne peut être utile à son peuple qu'en développant des valeurs telles que l'éducation. Ils sont donc 50 lauréats sur les 400 potentiels à avoir retenu l'attention du jury, conduit une fois de plus par Duval Fangwa. Il vient de tous les ordres d'enseignement, du primaire au secondaire, général et technique, anglophone et francophone confondus. Ça nous va droit au cœur parce que c'est pas évident de voir des gens qui font des gestes comme ça pour encourager l'éducation camerounaise. Et je le dis d'autant plus que ma fille,
depuis qu'elle a commencé à recevoir ses prix, ne rêve que de venir chaque fois à recevoir ses prix. Elle fait des efforts. Et je peux vous dire que l'an prochain, vous verrez tous mes enfants prendre des prix ici parce que ça les galvanise terriblement. Pour davantage pousser la jeunesse à l'effort, la papeterie Nono est allée chercher dans l'intelligentsia camerounaise l'une des figures de proue, à savoir le sociopolitiste Mathias Eric Owonangini, a tout naturellement accepté de parrainer cette 6e édition. Il me semble important que le talent soit reconnu et particulièrement dans le secteur de l'éducation qui est un secteur vital pour toute société. Il est important d'apprendre non seulement à nos enfants à faire des efforts, mais aussi à ce que ces efforts soient reconnus pour les encourager à persévérer. Et ça, Thierry Djameni, lauréat du cours élémentaire 2e année, a le mot de la fin. Je promets d'être meilleur l'année prochaine et revenir encore ici à la papeterie Nono. Et dans le même registre, cette fois-ci en santé, des kits de soins, des équipements de chirurgie et beaucoup de consommables médicaux ont été remis à l'hôpital central de Yaoundé. C'est un don de la Fondation Coca-Cola Afrique et des brasseries du Cameroun, don réceptionné hier par le ministre camerounais de la Santé publique en présence du directeur général de la SABC, André Siaka. Reportage. Comme un symbole, des gouttes de pluie si rares ces dernières semaines dans la capitale ont arrosé le fruit juteux du partenariat entre la société anonyme des brasseries du Cameroun et le gouvernement. Cette fois, l'entreprise citoyenne, via la Fondation Coca-Cola Afrique, s'engage à améliorer la prise en charge des malades qui sollicitent l'hôpital central de Yaoundé. C'est un don de 3 containers de 40 pieds d'équipements et consommables médicaux. De quoi booster les capacités d'intervention et de prise en charge de cette structure hospitalière. Il y a les remèdes, vous avez le mobilier, des bureaux et tout, le matériel sanitaire. Bon, c'est évident que ça va servir. Vous savez, même à 80 ans, on mange encore. Et je crois que ce que la Fondation Coca-Cola a mené, c'est un peu de nourriture pour le vieillard qu'est l'hôpital central de Yaoundé. À travers ce clin d'œil, en direction de la santé des populations, la Fondation Coca-Cola Afrique et les brasseries du Cameroun réaffirment leur responsabilité sociétale, leur engagement à œuvrer pour le bien-être des communautés. La Fondation Coca-Cola Afrique a une affection toute particulière pour le Cameroun. Notre sens de responsabilité nous commande d'être là où il y a la souffrance et la détresse. Dès lors, notre mission sera d'apporter notre appui pour que l'hôpital continue son œuvre de charité envers les nécessiteux et les démunis, ce qui était encore il y a quelques mois, quelques semaines, quelques jours, un rêve est devenu réalité. En recevant le don, le gouvernement, représenté par le ministre de la Santé publique, a salué ce modèle exemplaire de partenariat public-privé au profit des populations. Coca-Cola nous a amené divers équipements qui sont destinés à la prise en charge de la femme et de l'enfant, à la prise en charge des personnes placées en réanimation et à divers autres services. Ces équipements d'une valeur de près de 550 millions constituent une première phase. Nous exprimons donc la gratitude du gouvernement à ces acteurs privés et demandons au personnel de l'hôpital central la nécessité de bien rentabiliser ces équipements pour le bien des malades de l'hôpital central. Le don remis à l'hôpital central de Yaoundé s'inscrit dans un programme triennal qui court jusqu'en 2015. Ainsi, pendant 3 ans, l'hôpital général de Douala, l'hôpital La Quintini et l'hôpital central de Yaoundé recevront chaque année 7 conteneurs de 40 pieds d'équipements médicaux et de consommables, pendant que les médicaments arriveront par voie aérienne. Le tout pour un budget de près de 10 milliards de francs CFA. Il faut le faire.
Et pour refermer la première partie de ce journal, cette information qui nous parvient à l'immédiat, c'est au sujet de l'Afro-Basket Abidjan 2013, c'est en Côte d'Ivoire. Notons que les Lions de la balle orange viennent d'être éliminés en quart de finale face à la sélection ivoirienne, 71 contre 56 pour le Cameroun. Madame, Monsieur, je vous invite à nous retrouver à présent dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Comme annoncé à l'entame de cette édition, retour sur l'assainissement engagé par les pouvoirs publics dans le secteur des églises dites réveillées. Pour en parler ce soir, nous avons sur le plateau de 20h André Luther Meka. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, chercheur, vous avez abondamment travaillé sur la question des églises dites réveillées. Effectivement. Merci d'avoir accepté ce plateau. Ebenezer Pépé, merci également d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous êtes ancien commissaire divisionnaire, reconverti dans les œuvres de Dieu. Vous êtes membre fondateur d'une église réveillée. Et on retient que vous êtes membre du comité de nettoyage du secteur, si on peut l'appeler ainsi, un comité que vient de mettre sur pied le préfet du département du Vouri. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette campagne qui est lancée depuis plusieurs jours, avec beaucoup d'acuité? Est-ce qu'on se réveille un peu tard? Bon, se réveiller un peu tard, il y a un temps pour chaque chose. Si les pouvoirs publics n'ont pas pensé le faire avant, ils avaient de bonnes raisons. Je crois que nous ne sommes pas dans un pays où on prend la matraque et puis on pourchasse les gens. Malheureusement, les déviances que nous avons notées dans la plupart, certaines de nos églises, ont obligé que cette situation arrive comme elle arrive. Alors, qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? C'est l'absence de légalité de ces associations religieuses, ou alors c'est les nombreuses nuisances sonores qu'elles causent dans l'entourage? Bon, certaines églises sont autorisées. Comme vous avez suivi les annonces, il y a 47 églises qui sont autorisées. Et toutes ces 47 églises ont pignon sur rue à Douala, comme dans toutes les autres villes du Cameroun. Bon, mais à côté de cela, il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas autorisées, mais qui fonctionnent. Ces églises fonctionnent pensant que du moment où leurs autorisations, leur dossier de demande d'autorisation sont introduites, les pouvoirs publics vont réagir et ils auront aussi leurs autorisations. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de vos confrères, que c'est une cabale engagée contre les églises dites réveillées? Bon, moi je ne crois pas que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit une cabale lancée contre nos églises. Si les églises se comportaient jusqu'ici comme elles se comportaient avant, il n'y aurait pas cette campagne. Mais il faut reconnaître que ce que, par exemple, M. le préfet a dénoncé ce matin, les 6 éléments qu'il a relevés qui font problème sont exacts. Notamment ces églises que l'on retrouve dans des lieux délabrés, qui n'assurent pas la sécurité des membres, etc. N'est-ce pas? Vous avez par exemple, il a parlé de certaines églises, certaines dénominations autorisées qui cèdent leurs autorisations. On fait dans la sous-traitance ou la sous-location. Voilà. Bon, ça c'est des éléments qui sont exacts, mais qui peuvent être maîtrisés. Et je crois que c'est pour cela que M. le préfet a mis sur pied ce comité. Nous allons y revenir. Est-ce qu'on peut arriver à assainir ce secteur? Jusqu'où peut-on aller? Mais je pense que sur les 47 églises qui ont été légalisées, il y a près de 18 églises pentecôtistes. Et je tiens à rappeler pour la gouverne des téléspectateurs que le full gospel, le full gospel a été... La mission de plein évangile a été légalisée depuis 1969. Donc, c'est un phénomène plus vieux que le monde. Et je tiens à préciser que l'apôtre Zio Baker et pasteur Mongol Mbassi sont les premiers pasteurs pentecôtistes depuis 1958. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ces églises participent d'une désintégration sociale, d'un délitement social et de la coupure de l'individu par rapport à sa famille. C'est-à-dire qu'ils hypothèquent l'individu qui va à la prière tous les jours
et qui ne travaillent pas. Et une société ne peut pas se développer seulement avec la prière. Il faudrait qu'il y ait une culture du travail, que le pasteur essaye de resserrer les liens. C'est le mécanisme de fonctionnement à l'interne. Est-ce que vous pensez que la campagne qui est engagée tient compte des éléments, d'autant d'éléments que vous évoquez? Est-ce que ce n'est tout simplement pas la non-conformité de ces associations religieuses à la réglementation en vigueur qui fait problème? Non, pas du tout, puisqu'on parle également de l'enquête de moralité. Ça veut dire qu'effectivement, on va étudier la santé mentale de ces pasteurs-là. Parce que, j'insiste là-dessus, il y a, n'est-ce pas, une importation des églises qui vient beaucoup plus du Nigeria et qui apporte également un certain nombre d'enseignements. Et je tiens à rappeler que lorsque une église étrangère s'installe, c'est une association étrangère, elle doit être notamment légalisée avec l'avis du ministre de l'administration territoriale, mais aussi avec l'avis, n'est-ce pas, du ministre des Relations extérieures, puisque c'est une église qui est importée. Il y a un certain nombre de doctrines qui sont administrées aux fidèles qu'il faut contrôler. C'est important parce que nous avons constaté effectivement qu'il y a ce que j'ai appelé dans mon travail le déguisement spirituel. Et les pasteurs ont constaté qu'il y a des pasteurs qui emploient d'autres méthodes, peut-être même magiques, pour pouvoir, n'est-ce pas, envoûter les fidèles. Et c'est pour ça qu'il faut contrôler. Donc je dis, il faut réguler, mais il faut contrôler la doctrine et la santé mentale de ceux qui ont possession des âmes, des esprits des Camerounais. Est-ce que c'est exact ce qu'il déclare? Ce qu'il vient de dire, il y a beaucoup de réserves qu'on peut porter à cela. Il parle des recherches. Quel est le sommier des gens qui l'interrogent? Parce que, voyez-vous, vous voulez savoir sur quel échantillon il a travaillé. Quel échantillon il a rencontré, sur quel échantillon? Moi, personnellement, il ne m'a pas rencontré. Quand vous allez retrouver ceux, justement, que nous taxons de déviants. Parce que je reconnais tout à l'heure que j'ai reconnu qu'au sein de nos églises, il y a beaucoup de déviances. Et ce sont ces déviances qu'on va extirper. Donc, s'il prend comme échantillon ces gens-là, bien entendu, il y aura les églises qui sont la propriété des étrangers, sont très peu nombreuses. Alors, en quoi consiste le travail de ce comité? Comment est-ce que vous allez pouvoir extirper ou alors séparer le bon du mauvais? Bon, je pense que le président de ce comité va définir, mais il y a déjà quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'il a relevé lui-même déjà des griefs. Ces griefs sont autant de choses que nous-mêmes, nous décrions parmi nous. Bon. Donc, ce sont ces choses-là. Et n'oublions pas qu'à l'heure actuelle, il y a des églises qui sont fermées, qui peut-être se comportent comme le gouvernement le veut, comme l'ordre le veut. Hein? Malheureusement, ces églises sont fermées. Et il faudrait que cette commission travaille très rapidement pour peut-être faire des propositions qui iraient dans le sens de leur... Voilà. Je suis d'accord pour terminer en disant que toutes les églises ne font pas dans la déviance. Mais il y a beaucoup qui sont déviants et qui sont cachés et qu'il faille réguler. Et j'insiste sur l'Observatoire national des sectes parce que ce n'est pas seulement l'apanage des églises pentecôtistes. Il y a beaucoup de spiritualités qui sont exportées et qui sont importées et qui doivent être contrôlées au Cameroun. Voilà. Merci André Luther Meka, merci Ebenezer Pépé. C'est un débat que nous ouvrons qui va se poursuivre sur nos plateaux qui vont suivre. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur le programme. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.